Donc je remercie l'ADA Occitanie voilà, de nous avoir invités et de nous donner l'opportunité de vous présenter les travaux qui sont conduits dans le réseau en termes de qualité des cires, de manière générale. Et donc on se partage l'exposé donc avec ma collègue Sarah, qui vous présentera donc dans la seconde partie plutôt les résultats, la partie résultats des expérimentations donc qu'on a menées ces dernières années, là, ces 2 dernières années, et des perspectives donc suite à ces travaux. Et moi, je vais commencer plutôt par vous présenter un peu ce qu'on sait, une revue un peu de la littérature sur la cire et sur sa qualité. Donc, si on est aujourd'hui... Alors, attendez, je teste, hop. Si aujourd'hui on parle de cire en apiculture, c'est parce que on est parti quand même d'une époque où l'apiculture, ce qu'on appelait l'apiculture fixiste, donc l'apiculture où on utilisait des ruches à panier. Bon, les apiculteurs de l'époque n'avaient pas besoin de feuilles de cire, puisque les abeilles bâtissaient directement dans les ruches qui leur étaient proposées. Et donc, ça fait maintenant 170 ans, grosso modo, depuis l'invention de la ruche à cadre, qu'il y a toute une évolution qui a été faite et qui nous conduit aujourd'hui donc à utiliser très régulièrement dans les exploitations des feuilles de cire pour équiper les cadres. Alors, on doit cette invention de la ruche à cadre, alors on pense souvent à Langstroth et d'Adam. Langstroth parce que ça a été le premier à breveter, à déposer un brevet sur la ruche à cadre. Mais il faut savoir que le premier, enfin en tout cas dans la littérature, le premier qui a décrit la possibilité d'élever des ruches d'élever des abeilles dans des ruches en bois et avec des cadres mobiles, c'est un Ukrainien, Petro Prokopovitch, et quelques années plus tard, un Français, Charles de Beauvois. Et donc là, on peut retrouver dans le guide de l'apiculteur, donc qui avait été produit par Monsieur de Beauvois. Donc ça, c'est une édition qui date. J'ai perdu la date. Je ne sais pas si vous la voyez. 1859. Ouais. Donc, et dans cet ouvrage, donc, on retrouve un modèle de ruche qui est proposé. Donc, vous voyez, les cadres à l'époque avaient plutôt une forme de trapèze. Et il proposait également donc d'utiliser un dispositif qui permettait d'utiliser des cadres dans des troncs, voilà, afin de pouvoir justement, comme vous le savez, mieux manipuler les abeilles et surtout extraire le miel. Alors, quelques mots aussi sur le marché de la cire. Alors, là, c'est la première page d'un magazine qui était édité par la Société centrale d'apiculture, donc fondée par un luxembourgeois à Paris, le professeur Hamet. Et donc, vous pouvez voir donc dans cette illustration, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'il parlait l'apiculteur praticien, journal des cultivateurs d'abeilles, marchand de miel et de cire. Je ne sais pas encore si aujourd'hui beaucoup d'entre vous se considèrent comme marchands de cire. Et donc on voit dans cette illustration que il y avait différents produits, le miel évidemment, l'hydromiel, mais aussi voilà, la production de cire qui rentrait donc à part entière dans les productions apicoles. Alors là aussi, moi je m'intéresse pas mal à ce qui s'était passé avant finalement, hein. Voilà, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc je regarde un peu dans la littérature ancienne ce qu'il y avait notamment en termes de chiffrage de production. Donc ça, c'est dans le magazine là, que je vous présentais tout à l'heure. Donc on avait ces chiffres, on avait les chiffres d'importation de la cire et de miel, donc en 1844. Donc vous voyez qu'il y avait à peu près 157 tonnes de cire qui avaient été importées contre 22 tonnes qui avaient été exportées. Ce qui est intéressant à voir, vous avez aussi les quantités de miel. Ce qui est intéressant de voir, c'est le prix auquel était vendue finalement la cire, ou achetée la cire. Et on voit que finalement, ce prix était le double de celui du miel. Aujourd'hui, c'est à peu près, là vous pouvez me donner votre avis, je pense que c'est à peu près équivalent. 1 kilo de cire, quand on le vend à un cirier, il a acheté grosso modo autour de 7, 8, peut-être 9 euros du kilo.
parfois 10. Voilà. Et donc on a les chiffres là aussi également en 1855. Alors ce qui était intéressant aussi, c'était de voir la provenance. Donc là, c'est intéressant de voir aussi l'exposé de Solène tout à l'heure, parce que finalement, on se rend compte que la mondialisation, ça date pas d'hier, hein, les exportations d'abeilles, hein, le trafic de rennes, etc. Voilà, ça remonte maintenant à plus de 200 ans, avec les échanges en bateau, évidemment, mais également tout ce qui était marchandises. Et donc, on voyait que là, les principaux donc, fournisseurs de cire, c'était l'Algérie, les États-Unis, Haïti, puis les côtes africaines. Là, c'était les quantités de miel, je vous l'ai dit, c'est un exposé sur la cire, mais c'est quand même intéressant de savoir aussi ce qui se passait pour le miel. Alors ça aussi c'est intéressant, j'ai trouvé ces chiffres dans le traité de zoologie agricole donc, qui avait été publié par Paul Brocchi en 1886. Et donc il avait recensé, à partir des données fournies par le ministère de l'Agriculture, les quantités de miel et de cire qui avaient été importées ou exportées donc, entre 1880 et 1884. Et vous avez également donc, les tarifs associés. Et donc on voit que durant cette période-là, on avait importé beaucoup plus de cire finalement que ce qu'on en avait exporté. Donc ce qui nous fait dire que même à cette époque où l'apiculture mobiliste, donc l'apiculture où on utilisait des ruches à cadre mobile, finalement qui balbutiait, qui débutait, parce qu'il faut se rendre compte que acheter une ruche en bois, c'était que ça revenait quand même cher, hein, voilà, et donc c'était quand même plus économe de faire de l'apiculture avec des ruches à panier. Donc on se rend compte que même à cette époque-là, où on produisait quand même pas mal de cire, on en avait besoin hein, pour tout un tas d'usages, hein, alors notamment pour la fabrication de cierges, hein, la consommation de cire pour tout ce qui était liturgie était assez impressionnante. Et donc, on a ces chiffres donc, qui nous montrent qu'on importait beaucoup de cire, alors que quand on regarde le miel, eh bien, finalement, on en exportait plus que ce qu'on en importait. Et puis également, là, vous pouvez comparer les tarifs, et on voit que le kilo de cire coûtait beaucoup plus cher, environ le double qu'un kilo de miel. Ça, c'est d'autres chiffres encore intéressants qui datent d'une période donc, un peu plus tardive. C'est des chiffres qui émanent donc des statistiques agricoles de la France publiées par le ministère de l'Agriculture. C'est les résultats de l'enquête de 1929. Alors dans cette enquête, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient donc comptabilisé. Alors le recensement, en fait, dans chaque ville ou village, il y avait un référent qui était censé pour chaque culture, voilà, donc faire le tour des exploitations. Et pour savoir combien il y avait de ruches, combien il y avait de production, etc. etc. Et c'était vrai pour toutes les productions agricoles, le lait, la viande, etc. Bref. Et donc tout ça remontait, il y avait des données qui étaient recensées à l'échelle du département et puis à l'échelle nationale. Donc tous ces documents, là, hein, vous pouvez les retrouver sur le site Gallica, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, hein. C'est le site donc, où vous retrouvez tout ce qui est archive, en gros. Et donc voilà, donc tous ces chiffres-là, vous pourrez les retrouver en consultant le site Gallica. Bref, donc ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qu'à cette époque-là, on avait à peu près donc, 1 300 000 ruches au total, avec une majorité de ruches, donc autres ruches, c'était les ruches à panier, et à peu près 600 000 ruches à cadre mobile. Et vous avez donc les productions de miel et de cire associées. Donc on se rend compte que les ruches à cadre mobile donc, produisaient environ le double de miel que les ruches à panier, et qu'en revanche, elles produisaient environ, enfin un peu moins d'un tiers de cire que les ruches à panier. Bon, ça j'imagine que vous savez pourquoi, c'était la méthode d'extraction, hein, puisque voilà, on récupérait l'ensemble des rayons, on les pressait, on récupérait le miel, et la cire qui était récoltée, donc, elle partait pour le commerce. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul un peu théorique, qui évidemment est faux, mais je me suis posé la question à cette époque, finalement, combien de feuilles de cire gaufrées on pouvait produire
avec justement ces 816 tonnes de cire produite au total. Donc si on considère qu'une feuille de cire gaufrée de corps format d'Adam, c'est 100 grammes à peu près, donc on pouvait constituer à peu près 8 millions, un peu plus de 8 millions de feuilles de cire, ce qui permettait d'équiper les 600 000 ruches à cadre mobile d'environ 13,5 feuilles par ruche. Donc vous voyez qu'on n'avait pas de problème à ce moment-là pour équiper les feuilles à cadre. Ce qui toutefois n'a pas empêché certains problèmes que je vais évoquer plus tard. Si on considère les chiffres en 2020, donc en prenant en compte qu'en 2020, il y a eu à peu près un peu plus de 30 000 tonnes de miel produit, avec un rendement de cire d'opercule d'environ 1,5%, on se rend compte donc qu'on pouvait fabriquer, avec la cire donc produite en France à partir de ces opercules-là, presque 5 millions de feuilles de cire gaufrées. Et donc si donc en 2020, vous avez déclaré à peu près 1 700 000 colonies en France. Donc ça veut dire qu'on était capable d'équiper d'équiper ces ruches avec 2,7 feuilles, voyez, par ruche. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, une grosse différence. Donc ça veut dire que l'apiculture mobiliste, quand elle a balbutié, quand elle a commencé jusque dans les années 30-40, elle était très dépendante en cire, pour se fournir en cire, de l'apiculture fixiste. Et donc l'apiculture fixiste ayant maintenant disparu, ou c'est anecdotique, je veux dire, les gens qui utilisent des ruches à panier. Donc on est complètement dépendant de la production en cire, enfin on est dépendant de la quantité de cire produite donc, par les ruches à cadre mobile et donc qui sont liées à la quantité de miel, puisqu'on considère que c'est essentiellement la cire d'opercule qui doit être utilisée pour fabriquer des feuilles de cire gaufrée. Alors encore quelques chiffres, ça c'est une publication donc, qui date de 2022, elle n'est pas si vieille que ça, là, ou 2021. Et donc ces chercheurs là se sont intéressés, canadiens, se sont intéressés donc aux évolutions des quantités d'abeilles et de miel donc dans le monde, alors selon les chiffres de la FAO, donc durant cette période, donc entre 1961 et 2017. Donc en Europe, on va commencer par là, il y a une diminution d'environ 11% du nombre de colonies, une augmentation de 46% de la quantité de miel produite et une augmentation de 94% de la cire. Aux États-Unis, c'est plutôt une diminution qu'on observe. On observe qu'il y a 36% de cire en moins donc en 2017 par rapport à la production de 1961. Et on voit qu'il y a vraiment trois continents où il y a vraiment une énorme marge de progression. C'est l'Asie, avec des productions donc, de miel qui ont augmenté de plus de 800%, de cire de plus de 204%, l'Afrique également, une production de cire qui a augmenté de plus de 133%, et l'Amérique du Sud avec une augmentation de cire donc, de plus de 150%. Donc là, vous avez représenté l'évolution de ces quantités. Donc là, c'est la cire, hein, en prenant comme référence les années 1960. Et donc, on voit que grosso modo, il y a quand même une tendance à une augmentation de la production mondiale de cire. Et ces chercheurs se sont amusés à normaliser, à diviser en gros, la quantité de cire produite par la population mondiale. En tout cas sur chaque continent, ou la population mondiale. La population mondiale, c'est ce que vous avez en noir. Et en fait, on se rend compte que si on considère la quantité produite, la quantité de cire produite donc, dans le monde par tête de pipe, eh bien, on voit qu'en fait, elle est plutôt constante. Hein, voilà, elle n'a pas vraiment évolué entre 1960 et actuellement. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est donc durant cette période de 1961-1965, vous avez donc l'Asie, qui était le principal producteur, avec 37% de la cire qui était produite, et qui restait leader de nos jours, avec la moitié en gros de la cire produite dans le monde est produite en Asie. Et vous voyez qu'en Europe, ça a peu évolué, ça a plutôt même diminué.
avec ça représentait 5,8% et ça représente aujourd'hui 5,5%. Donc ça, c'était les productions de miel. Alors on voit que c'était plutôt dans ces années-là, c'était plutôt l'Europe qui était leader, avec 41% de la production mondiale de miel était européenne. Et maintenant, c'est l'Asie qui est passée en tête avec 45% et l'Europe représente plus que 21%. Voilà, donc c'était la partie un peu historique sur la production de miel qui me fait dire que la production que la cire donc était un produit qui est rare, hein, voilà, qui est cher et qui était convoité et de plus en plus convoité eu égard à ses usages, notamment dans la pharmacie et dans la cosmétique. Il faut savoir que là aussi, d'après les chiffres de la FAO, à peu près 70% de la cire produite sort du circuit apicole. Hein, donc il n'y a que 30% finalement de la cire que vous produisez qui est utilisée en apiculture. Alors, maintenant, je vous parlais d'adultération. Je vous parlais d'adultération, une pratique qui ne date pas d'hier, parce que comme tous les produits rares et chers, eh bien, ils ont tendance à être falsifiés. Alors, il y a quelques années, il y a eu une problématique en 2016 là, qui est réapparue, voilà, parce qu'il y a eu des lots de cire adultérés qui sont apparus en France et dans le Benelux et qui ont causé des gros problèmes au niveau des colonies. Je pense que vous êtes tous au courant de ces situations. Et donc, on a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais non, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Dans des bouquins, donc là, j'ai un exemplaire donc, de ce bouquin donc, qui a été publié par Cowan. Et donc celui-là, il est de 1911, il s'appelle « La cire, son histoire, sa production, ses falsifications et sa valeur commerciale ». Et dans le chapitre donc, qui traite de la falsification de la cire, ce chapitre donc, débute par... Hop, faut pas que je le déchire. Voilà, chapitre 6, falsification de la cire. Peu de produits subissent autant de falsifications que la cire d'abeille. Donc voilà. Donc c'était assez édifiant de savoir que déjà au début du siècle, il y a plus de 100 ans, ces problèmes de falsification existaient. Là, c'est un autre exemple qui illustre aussi qu'à cette époque, voilà, la cire pouvait être falsifiée ou adultérée. Donc ça, c'est un magazine qui était édité dans le centre de la France, qui s'appelait Bassecour et Rucher. Là aussi, vous pouvez retrouver sur le site Gallica ces exemplaires. Hein, voilà. Et donc, il y avait... Alors, c'est passionnant à lire, c'est de savoir tout ce qui se passait à l'époque, voilà. et notamment les réclames. Et donc, dans cette réclame, vous voyez, c'était une réclame pour des établissements Mathieu là, et Colleville. Et donc, il disait les apiculteurs savent que la cire gaufrée pure de tout alliage se fait de plus en plus rare, dit Alain Caillasse. Donc, ça veut dire que voilà, déjà les marchands à cette époque devaient garantir donc, la cire pure sur facture, voilà, pour assurer les apiculteurs que la cire qu'ils leur vendaient voilà, ne contenait pas d'agents adultérants. Alors, les principales substances qui étaient utilisées donc, pour couper la cire, c'était la cire de carnauba, la cire de jojoba, la cire d'ouricuri d'Amérique tropicale, la tristéarine, donc substance qui, comme on le verra plus tard, est problématique pour la santé des colonies, la suif de bœuf, la paraffine ou les cires microcristallines. Alors il faut savoir là aussi, quand on lit ces vieux ouvrages, qu'on a toujours tendance à penser que ce sont les ciriers hein, qui rajoutent des adultérants dans la cire, mais il y avait aussi, les ciriers avaient aussi des problèmes, parce que quand ils se fournissaient auprès d'apiculteurs, les apiculteurs, eux aussi, pouvaient aussi rajouter donc, des adultérants dans la cire. Alors, il y a quand même, la question s'est posée, là aussi, c'est intéressant de lire dans ces petits magazines-là, finalement, mais est-ce qu'on a besoin d'utiliser de la cire pure pour élever nos abeilles? Et donc là, il y a une petite expérience qui avait été faite par le maître Adrien Perret-Maisonneuve, qui était un magistrat parisien féru d'apiculture et expérimentateur à 16 heures. Et donc, il avait testé
il avait testé, il avait proposé aux abeilles donc, différentes matières, donc du goudron de rubéoroïde, de la cire à modeler, de la cérésine pure, de la paraffine, etc. Et il avait regardé donc, comment elles se débrouillaient avec ces différentes matières. Alors il les avait colorées, hein, voilà, en rouge, hein, ils avaient coloré, et puis donc, il avait proposé aux abeilles, et ils avaient regardé donc, ce qui se passait. Et donc il dit, confié à une colonie, ce rayon fut entièrement construit en 8 jours, sans addition de cire nouvelle. Seule la cire jaune de la fondation fut allongée, avec emploi d'une plus ou moins grande quantité de substances étrangères colorées, suivant leur nature. Ça veut dire que les abeilles, elles avaient été capables, elles avaient eu envie, en tout cas ces matières-là ne les répugnaient pas, elles les avaient utilisées pour allonger les rayons. Alors, la parution de ce petit travail qu'il avait fait, qu'il avait proposé donc à l'Académie des sciences, causa un certain émoi dans la profession apicole à l'époque. Et donc, il y a eu tout un tas d'articles qui ont été publiés donc, à ce sujet-là. Et donc, je rappelle qu'il était avocat, il avait su se défendre, et donc il avait expliqué, il avait proposé différents arguments. Et il expliquait qu'aux États-Unis, durant la même période, eh bien, en Amérique, on considérait finalement que mélanger la cire avec d'autres substances, eh c'était un progrès qui permettait d'améliorer la qualité des cires gaufrées. Alors qu'en France, c'était scandaleux. Donc vous voyez, c'est une histoire aussi de tempérament, de mentalité, hein, qui explique pourquoi en France, donc, finalement, on n'acceptait pas donc d'utiliser des cires qui n'étaient pas pures. Alors ça, c'était des études qui avaient été faites, donc ça, j'ai repris ça pareil dans c'était Alain Caillas, donc qui était un ingénieur chimiste et qui avait beaucoup travaillé sur la qualité des produits de la ruche. Et il travaillait beaucoup avec le SNA, c'était un peu le scientifique du SNA à l'époque. Et donc, il avait repris des travaux de l'abbé d'Archen, donc qui a par la suite travaillé à l'INRAE, enfin à l'INRA à l'époque. Et donc, il avait testé différents types de mélanges. Il avait regardé le comportement des tirages des abeilles sur ces différentes cires et la qualité du couvain. Et donc, je vais prendre juste l'exemple 4, puisque c'est celui qui m'intéresse. Donc, il avait proposé de la cire microcristalline de pétrole laminé jaune mélangée avec petite quantité de cire d'abeille. La cire était importée d'Amérique. Et donc, on voit que sur la cire D, les feuilles de cire se gondolent très peu et les rayons construits sont très peu déformés. Et donc, alors, couvain dense, mais un peu irrégulier. Donc, ce qui montre que les abeilles sont, encore une fois, capables de se défendre. Alors, je ne fais pas la promotion hein, de ce genre de coupage, mais c'est factuel, donc je suis un peu obligé de vous en parler. Donc, que les abeilles donc, sont capables de se débrouiller aussi avec des cires qui ne sont pas pures. Alors, si vous ne me croyez pas, voilà une petite vidéo. Alors comment on fait là merci Sarah. Une petite vidéo qui montre que... Non, évidemment, une vidéo, ça marche... Il paraît que ça marche qu'une fois sur deux. Alors voilà. Voilà, donc on voit une abeille ici qui est en train de collecter donc, sur une ruche qui vient d'être paraffinée, eh bien un peu de paraffine, voilà, et que cette paraffine, bon, elle est en train de la travailler, et vous allez voir, donc c'est très rapide, hop, elle fait la petite pelote, et avec sa patte, hop, elle vient la stocker ici, donc sur sa patte arrière. Donc ça montre que les abeilles sont capables hein, de prendre de la paraffine dans les ruches et de l'utiliser. Alors, je ne sais pas ce qu'elle en fait, je ne suis pas allé plus loin, mais en tout cas, elle est capable de prendre de la paraffine et de l'utiliser. Donc, concernant la pureté de la cire, et donc c'est sa composition physico-chimique, donc la cire est un matériau qui est assez complexe à étudier, et les travaux qui ont permis un peu de comprendre de quoi était faite la cire, on les doit à un Canadien, donc Tulloch, et donc, qui a, dans les années 72, il avait analysé plusieurs dizaines de cires issues d'exploitation apicole. Et donc, il avait défini différents paramètres physiques, donc le point de fusion, l'indice d'acide, l'indice d'ester, le point de saponification et le pourcentage d'hydrocarbone qu'on pouvait retrouver dans la cire. Et donc, c'est ces paramètres-là
qui aujourd'hui donc servent de référence pour savoir si la cire est pure ou n'est pas pure. Alors, la cire, elle contient donc tout un tas de substances, des matériaux qui sont principalement de nature lipidique donc, et qui contiennent plus de 300 substances. Donc, les principaux sont des hydrocarbones, des monoesters et des diesters, mais également des acides gras libres. Donc, on ne va pas les voir un par un, évidemment. Et ce tableau recense, donc c'est celui qui a été utilisé, donc il n'y a pas de définition, et ça c'est une vraie problématique, il n'y a pas de définition de ce qu'est la cire pure à usage apicole. Par contre, dans le cadre de la pharmacopée, je vous ai dit la cire est utilisée, pas mal utilisée en pharmacopée, donc ça date, ça je l'ai noté, je ne me rappelle plus de tête, la première définition dans l'Ordre national des pharmaciens, c'est 1949, la première définition de la cire. Et donc voilà à quoi doit correspondre une cire pure. Donc son point de fusion doit être compris entre 61 et 66, son indice d'acide entre 18 et 25, son indice d'ester entre 70 et 90, etc., etc. Et dans un cadre donc de la pharmacopée, la cire doit être pure, c'est-à-dire vierge de toute adultération, et ne doit contenir aucun résidu d'acaricide. Je dis bien d'acaricide. On verra qu'on peut aussi retrouver d'autres types de substances que les acaricides. Et donc là, vous avez un exemple de cire adultérée. Donc ça, c'est des laboratoires. Donc il y a plusieurs laboratoires. J'ai pris le laboratoire Ceralis parce qu'il fait référence en Europe. Et donc voilà, une cire qui est adultérée. Donc on voit que son point de fusion, il est compris entre 61 et 62. Donc on pourrait s'imaginer, si on se base que sur cet aspect-là, que la cire est pure. Mais si on regarde son indice d'acide, eh bien, au lieu d'être compris entre 17 et 22, il est de 36. Et si on regarde son pourcentage en hydrocarbone, au lieu d'être inférieur à 14,5, il tourne autour de 22%. Et donc, d'après ce laboratoire, cette cire donc, a été coupée avec des hydrocarbones de paraffine, mais aussi contient de la stéarine, ce qui explique sans doute pourquoi son indice d'acide est beaucoup plus élevé, sachant que la stéarine, c'est en fait un triglycéride, hein, et donc un triglycéride, c'est du glycérol estérifié avec des acides gras, et lorsque ces acides gras sont libérés, ben, ils acidifient le milieu dans lequel ils sont. Un autre exemple, donc là on voit que c'est principalement le taux d'hydrocarbone qui est anormal, donc qui tourne autour de 27 au lieu d'être 14,5. On voit que son indice d'acide, lui, est dans la norme. Et là, donc, le laboratoire conclut qu'il y a adultération, mais principalement par ajout de paraffine ou de cire microcristalline. Donc, si vous voulez savoir si votre cire est pure ou pas, voilà le type d'analyse qu'il faut faire. Ce sont des analyses physico-chimiques. Alors j'ai pas mis, je croyais que j'avais une diapo sur les prix, mais de tête, une analyse d'indice d'acide, c'est autour de 45 €. Ouais, c'est ça, c'est autour de 45 €. Et le pourcentage d'hydrocarbures, c'est autour de 80 €. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez demander au laboratoire d'analyser ces deux paramètres, ça coûte grosso modo 120, 130 €. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement de la contamination de la cire. Sarah vous en parlera plus précisément sur la cire donc, que vous utilisez sur vos exploitations. Alors nous, on a des données qui émanent donc d'un dispositif expérimental qu'on a mis en place depuis 2014 et qu'on appelle Observatoire des résidus de pesticides, qui avait au départ comme objectif de mieux connaître l'exposition des abeilles aux produits phytopharmaceutiques et d'identifier les effets non intentionnels de ces produits. Bon, ce dispositif est de plus en plus dévoyé pour faire de la concertation entre apiculteurs et agriculteurs. J'aurai l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un prochain séminaire salarié. Et donc, ce dispositif, rapidement, remet en place des colonies sur des territoires qui sont censés nous intéresser. Au moment de l'installation, on fait des prélèvements de cire de corps. On fait une évaluation de la taille des colonies avec la méthode Colleval qui nous permet d'estimer le nombre d'abeilles adultes, le nombre de cellules de couvain et l'espace occupé par les réserves, ainsi que le nombre de varrois phorétiques. Et donc on fait ça tous les 21 jours. Et parallèlement donc, à l'évolution de la dynamique des colonies, on fait 2 fois par semaine des prélèvements de pollen, de nectar et de butineuses
qu'on regroupe selon nos objectifs et aussi selon nos financements pour avoir une idée de quel est le niveau d'exposition hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, enfin toutes les 15 jours, des abeilles donc, aux produits phyto. Et donc on fait ces analyses chimiques principalement de laboratoires, un laboratoire belge, le Primoris, un laboratoire français qui est le GIRPA, et en parallèle les pollens est analysé au CETAM pour tout ce qui est palynologie. Donc vous avez ici représenté nos résultats de cire de corps, des résultats d'analyse de cire de corps. Donc on a analysé donc, depuis à peu près une dizaine d'années environ 600, un peu plus de 600 échantillons de cire de corps. Et donc on voit que quasiment 100% des cires sont contaminées. On retrouve dans ces 617 analyses, on a retrouvé 97 substances différentes. On a pu détecter qui sont essentiellement donc, des insecticides, des fongicides et des acaricides. Alors vous avez représenté ici les 10 substances qu'on retrouve les plus fréquemment. Donc, alors je précise que on n'avait pas, dans ces méthodes d'analyse, on n'analysait pas la mitrase. C'était une analyse complémentaire qu'il fallait faire, on n'avait pas les moyens de le faire. Donc c'est pour ça que n'apparaît pas la mitrase dans ces résultats, car probablement, si on l'avait analysé, on en aurait détecté, et Sarah va vous montrer qu'en effet, c'est une substance qu'on peut retrouver fréquemment dans les cires. Alors, celui qui est en tête, qu'on retrouve très régulièrement, c'est le tofluvalinate. Vient ensuite le coumaphos. Donc, tous ces deux-là, on les retrouve dans plus de 50% des échantillons de cire. Et vous voyez qu'ensuite, la fréquence de détection des autres molécules est beaucoup plus faible. Alors, elle reste quand même élevée pour le fluoxonil et la propargite. Alors, Sarah, j'espère que tu en reparleras tout à l'heure aussi de la propargite. Et donc, on voit que c'est ces substances-là. Et vous avez ici les concentrations moyennes. Donc, environ 0,5 mg par kilo pour le fluvalinate, environ 0,083 mg par kilo pour le coumaphos. Ça, c'est les concentrations moyennes. Mais on voit que les concentrations maximum peuvent être beaucoup plus élevées, puisque pour le tofluvalinate, on peut monter jusqu'à des concentrations qui vont jusqu'à 15 mg de tofluvalinate par kilo de cire. Alors, sur ces 663 analyses, donc évidemment, on a retrouvé des cocktails, parce qu'il y avait plusieurs molécules qui étaient retrouvées dans les cires. Donc, on a identifié 228 cocktails différents qui étaient composés de 2 à 17 molécules. Ça veut dire que les cires les plus contaminées contenaient jusqu'à 17 substances. Donc là, vous avez des exemples des mélanges les plus fréquemment retrouvés. Alors ça, c'est un petit graphique qui, moi, m'intéressait en tout cas. C'était à l'occasion d'un suivi sur les ruchers de tournesol dans le centre de la France, en Aquitaine et aussi en Occitanie. Donc on faisait ces prélèvements de cire de corps donc dans différents ruchers d'apiculteurs, évidemment, donc composés de 10 colonies. Là, sur celui-là, il y en avait 30 de colonies. Donc de 10 colonies. Et donc on a regardé, donc ça c'était un rucher, ça c'est un autre rucher, enfin, etc., différentes couleurs. Et donc et chaque ligne correspond à une ruche, à la contamination des cires d'une ruche. Donc vous voyez qu'en fait, dans les ruchers, par rucher, on voit que finalement, il y a assez peu de variabilité entre les ruches. Finalement, la cire de corps de chacune des ruches qui composent le rucher présente à peu près les mêmes niveaux de contamination. Donc ça, c'est les résultats qu'on avait en France. Je voulais quand même vous montrer que ce n'était pas un cas particulier, et en vous montrant quelques articles qui ont été publiés chez nos voisins, donc notamment en Suisse. La Suisse, où ces produits-là, protofluvalinate, coumaphos, lumétrine, thymol, étaient utilisés. Et donc, ils ont suivi l'évolution de la contamination des cires entre 1991 et 2019. Et donc, on voit, alors, hop, je reviens un coup en arrière, le bromopropylate, par exemple, qui a été interdit d'usage en 1999, donc jusqu'ici. Voilà. On voit qu'on le retrouve, on le retrouvait donc ça, c'est les quantités en milligrammes par kilo de cire. Donc, on retrouvait des quantités de plusieurs milligrammes par kilo de cire jusqu'en 1999. Et puis après, il a été interdit. Et puis, on voit quand même que quasiment 20 ans après, on en retrouve encore, alors des petites quantités, mais compte tenu de sa persistance dans les cires et du fait que pendant le processus de recyclage des cires, il n'est pas possible
enfin il n'est pas possible, si c'est possible d'épurer les cires, il existe des techniques, mais elles ne sont pas utilisées parce que beaucoup trop chères actuellement. Donc on retrouve encore ce produit. Donc ça c'est le profil donc, de concentration anti-mol, ça en coumaphos, et ça c'est en tofluvalinate. Donc vous voyez qu'on retrouve régulièrement plusieurs milligrammes par kilo de cire des acaricides qu'on utilise donc couramment dans la lutte contre varroa. Je suis trop long. Un peu. Ouais. Donc ça c'est la prévalence des produits. Donc là aussi, le coumaphos, on le retrouve dans 100% des cires, le tofluvalinate dans 100% des cires, le piperonil aussi dans 100% des cires. Alors le piperonil, c'est un peu ennuyeux parce que c'est un inhibiteur du système de détoxication des insectes. C'est un produit donc qui vient inhiber les enzymes qui sont censées dégrader les pesticides. Donc lorsque les abeilles sont en contact... Alors ce produit est beaucoup associé avec les pyrétrinoïdes. Et il est beaucoup utilisé, alors en agriculture, il est quasiment plus utilisé. Il est beaucoup utilisé dans les biocides, donc tout ce qui est les produits anti-cafards, anti-fourmis, etc. Et en Afrique, notamment dans le cadre de la lutte contre les moustiques. Et pour lutter contre tout ce qui est maladie vectorielle. Donc je passe vite là aussi pour vous montrer encore une fois que c'est le coumaphos qu'on retrouve et le tofluvalinate donc en Suisse qu'on retrouve aux concentrations les plus élevées. Ça peut aller donc jusqu'à 4 mg par kilo de cire. Donc ça c'est en Italie. Donc alors là ils avaient analysé que 6 substances je crois de mémoire et donc on voit que là aussi donc quasiment entre 40 et 70% des cires donc, étaient contaminés. Encore une fois, ils recherchaient beaucoup moins de produits que leur méthode permettait de rechercher qu'à peu près une dizaine de produits, alors que nous, on en recherche presque 430, donc ce qui fait qu'évidemment, ils passent à côté de tout un tas de substances. Donc voilà, donc ça c'est les pourcentages donc, de fréquence de détection de différentes substances en fonction des années. Donc vous voyez que l'amitrase, on peut le retrouver, mais on le retrouve relativement moins que le coumaphos ou le fluvalinate, parce qu'en fait il se dégrade très rapidement. Contrairement au fluvalinate et au coumaphos, qui a une grande persistance dans la cire. Donc là aussi, vous avez les niveaux de contamination. Quand on somme l'ensemble des produits qu'on retrouve, donc on peut retrouver jusqu'à plus de 10 mg de produits donc, par kilo de cire. Et donc ça, c'est tout récent. C'est une étude qui date, je crois, de 2023, là, elle est sortie au printemps. Donc c'est Karine Bischoff, là, une vétérinaire qui s'intéressait aux cires utilisées par les apiculteurs dans l'État de New York. Et donc vous avez là aussi les différents produits donc, qui ont été retrouvés. Donc 98% des cires étaient contaminés avec du piperonil butoxide. Le DMF, donc un métabolite de l'amitrase, 83%. Voilà, il n'y a pas le tofluvalinate, non. Et ce qui était intéressant de voir dans cette étude, c'est surtout pour ça que je l'ai mis, c'est qu'elle a regardé le nombre de substances qu'on retrouvait par échantillon de cire en fonction de la taille des ruchers. Donc ça, commercial, c'était les apiculteurs qui avaient plus de 300 ruches. Les hobbyistes, donc c'était ceux qui avaient moins de 50 ruches, et puis ceux-là, c'était ceux qui étaient compris, donc c'était des apiculteurs qui avaient entre 50 et 300 ruches. Et donc on voit que ces trois catégories se distinguent en termes de contamination des ruches. Et donc ça c'est un peu contraire finalement à ce que Sarah va vous montrer tout à l'heure, par rapport à nous, ce qu'on a observé dans le réseau des ADA. Donc ça c'était, alors là oui elle a comparé la fréquence de détection de coumaphos, qui est un bon traceur, puisqu'on c'est lui qu'on retrouve quasiment dans tout, par rapport à d'autres publis, donc dans d'autres pays, donc en Belgique, en Espagne, en Israël, où on retrouve quasiment dans plus de 90% des échantillons, on retrouve du coumaphos. Dans l'État de New York, donc dans les échantillons qu'elle a collectés en 2021, elle n'en a retrouvé que 43%. Donc tout ça pour vous dire que la cire est très régulièrement contaminée par des produits phytopharmaceutiques. 5 minutes? Ah ouais, j'ai beaucoup dépassé. Ouais.
Et donc là aussi, on a je voulais simplement vous montrer qu'il y a aussi ceux qui utilisent donc de l'acide formique ou de l'acide oxalique. Donc on voit qu'après les traitements d'acide oxalique, eh bien, on a une augmentation de la teneur en oxyde oxalique donc, dans les cires, donc il a tendance à s'accumuler, alors que dans de l'acide formique, donc il a tendance à s'accumuler, alors que dans l'acide oxalique, lui, finalement, s'accumule assez peu dans la cire d'abeille. Une diapo pour vous montrer que les produits sont très persistants dans la cire, donc en fonction du temps, on voit que les concentrations ne baissent pas. Et qu'il peut y avoir, sauf pour le DMF, donc la mitraze, parce qu'il se dégrade très vite. Et ça, donc une étude qui montre le transfert donc, entre les résidus contenus dans la cire d'abeille et d'autres matrices. Et on voit que finalement, le transfert le plus important, il se fait surtout entre la cire et le pain d'abeille. Parce qu'on voit que quand on regarde là le pourcentage de transfert, donc en fonction de l'hydrophobicité des substances, on voit qu'effectivement, il y a un lien entre l'hydrophobicité des substances et le pourcentage de transfert. Là, on voit que, par exemple, dans les larves, finalement, l'hydrophobicité des substances, elle influence peu. Voilà. Donc ça, je vous passe rapidement, c'était pour vous montrer donc, les propriétés d'accumulation, de bioaccumulation des produits dans la cire, donc qui sont en fonction d'un paramètre qu'on appelle le KOW. Et quelques diapos pour vous montrer que finalement, en termes d'effet sur la cire, la plupart des études qui ont été conduites donc, montrent que finalement, il n'y a pas de différence, donc ils n'ont pas observé d'effet donc, sur les surfaces de cadres bâtis, par exemple, entre des colonies contrôle et des colonies dont les cires étaient contaminées avec de la mitraze, du fluvalinate, donc jusqu'à 20 mg de fluvalinate et presque 10 mg de coumaphos. Pas de différence sur les surfaces de couvain, pas de différence sur les surfaces de réserve et pas de différence non plus sur le nombre d'abeilles adultes. Là aussi, une étude qui montre que quand on regarde le poids des reines en fonction de la contamination des cires, il n'y a pas d'effet. Donc le poids des reines, la santé n'est pas affectée par les produits qu'on retrouve couramment dans les cires. Et ça, c'est une étude in vitro donc, qui montre qu'en effet, on peut avoir une diminution, donc, une augmentation de la mortalité du couvain. Donc vous voyez qui apparaît à partir d'ici. Voilà, mais ça correspond à une quantité de 30 mg de coumaphos par kilo de cire, qui est une concentration qui est très très rarement retrouvée, très peu retrouvée dans les cires d'abeilles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et là, tu es en train de me dire que je te laisse 5 minutes pour finir, c'est ça? Non. Ah, bon. Alors déjà, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah et moi, je travaille sur la qualité de la cire en général. Et les résultats que je vais vous présenter à présent concernent et s'intègrent dans le cadre du projet CIMCA, donc cire méthode d'évaluation de leur qualité pour l'apiculture, qui est un projet financé par France Agrimer et Interapi et qui a notamment fait intervenir un travail avec les différentes associations de développement apicole régional, dont notamment la d'Occitanie, qui ont travaillé avec nous l'année passée et cette année sur cette problématique de contamination et d'adultération des cires. Voilà. Donc Cyril vous a fait déjà un petit point historique et en plus sur ce qui se passe dans le monde, mais sur la situation française, on ne savait pas vraiment à quel point étaient contaminées les cires et à quel point elles étaient adultérées, pardon. Et donc pour mettre en lien cette idée, on a du coup cherché à travailler sur les niveaux de contamination et de pureté de la cire en France. Pour cela, on a constitué une base de données à partir de résultats d'analyse de cire collectée auprès des apiculteurs participants et adhérents au ZADA. Donc ça a consisté à un appel à participation. S'en est suivi une collecte d'échantillons ainsi qu'une collecte de réponses à un questionnaire sur les pratiques et l'origine des cires fournies au moment de cet appel à participation. Ces échantillons ont ensuite été envoyés aux analyses chimiques. Donc là, on a collaboré avec le GIRPA, qui a une méthode d'analyse qui permet de rechercher 501 molécules. Donc là, c'était notamment pour la contamination. Et dans le cas du CREA, qui nous a permis les analyses de pureté, il recherchait notamment les hydrocarbures de paraffine et 13 acides gras. Ces résultats d'analyse ainsi reçus ont permis de constituer cette fameuse base de données, dont je vais vous présenter les résultats d'analyse de statistiques descriptives.
avant toute chose, pour pouvoir interpréter, donc là je vous ai mis par exemple un résultat d'analyse issu du GERPA, pour pouvoir interpréter ce type de résultat, nous avons dû mettre en place des indicateurs de risque. Ces indicateurs de risque donc, sont dans un premier temps des indicateurs d'exposition qui sont relatifs aux concentrations et aux molécules recherchées, mais aussi des indicateurs là, de risque liés à la toxicité pour les abeilles. Donc, je vous parlais d'indicateurs d'exposition. On en avait 2 dans notre cas, le nombre de substances, soit le nombre de molécules différentes retrouvées par échantillon analysé, et la concentration totale, qui s'exprime en milligrammes par kilo dans notre cas, soit la somme des concentrations des substances quantifiées par échantillon. Et en termes d'indicateurs de risque, nous avons choisi de calculer un quotient de risque, soit la somme des rapports entre la quantité de substances actives contenues dans une cellule de cire. Donc là, on a cette notion d'exposition de l'individu, et on est selon l'hypothèse que l'individu va recevoir toute la quantité de la substance active, donc c'est la pire hypothèse, le pire cas. Et cette quantité va ainsi être rapportée à une DL50 lorsqu'elle était disponible. Donc pour rappel, la DL50, c'est la dose létale à partir de laquelle 50% de notre population va mourir après exposition. Et pour vous donner un ordre de grandeur, cet ETR, plus il est proche de 1, plus la quantité de substance contenue dans une cellule, donc cette quantité-là, se rapproche de cette fameuse DL50. Donc là, actuellement, notre base de données, elle regroupe 349 échantillons. Donc on a reçu des analyses encore récemment, donc je ne pourrais pas vous présenter un résultat statistique très poussé, mais je tenais quand même à vous les présenter. Donc dans un premier temps, par la définition des différents indicateurs pour cette population. Donc lorsqu'on regarde notamment le nombre de substances, donc vous voyez, c'est à peu près 4, pour l'ensemble de nos échantillons, on retrouve à peu près 4 molécules, que ce soit en médiane ou en moyenne. Lorsqu'on regarde cette fois-ci en termes de concentration totale, on en retrouve en moyenne 1 mg par kilo de substance dans un échantillon. Et là, j'attire votre attention sur la médiane qui, dans notre cas, a un fort écart avec cette moyenne, qui est dû au fait que la moyenne est tirée vers le haut par un maximum. Ici, dans notre cas, on a un échantillon, on a retrouvé notamment 19 substances et une concentration totale de 49 mg par kilo à peu près. C'est un échantillon très contaminé. Dans le cas de notre quotient de risque, là aussi, je vous fais remarquer ce petit écart entre, cet écart entre moyenne et médiane, là, qui va, en termes d'ordre de grandeur au niveau du 100 à peu près. Et donc là, vous voyez que ces valeurs sont relativement petites. On s'éloigne quand même de la valeur 1, représentée par cette DL50. Et en petit détail, en petite info, nous, sur nos 349 échantillons analysés, donc 95% sont contaminés, c'est-à-dire qu'ils contiennent au moins une molécule. Et on a retrouvé 82 molécules différentes. Donc là, pour vous représenter notamment les 10 molécules les plus retrouvées dans notre cas. Donc évidemment, on retrouve les acaricides à usage apicole, ça semble une évidence pour certains. Donc là, on retrouvait notamment le fluvalinate ou encore le DMF, donc le DMF qui est un métabolite de l'amitrase. Comme vous l'a dit Cyril plus tôt, nous, dans notre cas là, dans cette étude, on a pu détecter ce type de molécules et vous voyez qu'on a des fréquences de quantification qui vont d'à peu près 30-31% jusqu'à 65-66% pour le taux fluvalinate. Et donc ces molécules majoritairement utilisées pour traitement varroa, on retrouve également le Coumaphos, donc lui qui a notamment cette concentration maximale à 35 mg par kilo et qui est notamment utilisé dans les autres pays européens et étrangers. Donc ça, c'était pour les molécules à usage apicole. Donc parmi les 10 molécules les plus retrouvées, on a également des molécules à usage agricole cette fois-ci. Donc là, on a une fréquence de quantification qui passe vers 10-11% jusqu'à 42-43%. Et donc là, je voulais attirer aussi votre attention sur ce fameux propargite que vous a évoqué Cyril tout à l'heure, puisque là, on enregistre également un maximum de concentration à 30 mg par kilo, donc équivalent à peu près au Coumaphos, ce qui évoque un usage également apicole, éventuellement en acaricide à usage apicole pour le traitement varroa, même si ce n'est pas avéré dans la réglementation.
Et maintenant, un petit point sur les adultérations. Donc nous, là, vous voyez, on a un petit différentiel de population. On est à 343 échantillons. Je vous l'avais dit, on est encore en cours de traitement, en cours de réception. On a 4 molécules différentes retrouvées sur les 14 à peu près analysées. On retrouve des hydrocarbures de paraffine pour plus de la moitié de nos échantillons. Donc, pour rappel, l'hydrocarbure de paraffine, c'est une origine exogène, donc forcément introduit de manière fortuite. Et vous voyez qu'on retrouve au maximum à peu près 16,9 grammes de ces hydrocarbures pour 100 grammes de cire. Pour l'ensemble de ces échantillons analysés dans notre base de données, donc, je vous l'ai dit, on en retrouve quand même 3 autres, acide palmitique, acide oléique et acide stéarique. Sauf qu'il faut tenir en compte le fait que dans la cire, on a des acides gras qui sont déjà présents naturellement et ils représentent 15% de la masse de la cire. Si on considère leur teneur naturelle, donc notamment en prenant en compte le papier de Tulloch, au final, quand on réduit ces fréquences et on retrouve des teneurs supérieures aux teneurs dites naturelles pour seulement 2% de notre population, ce qui représentait environ 8 échantillons. Donc là, on va passer, pardon, je suis allée un peu vite, on va passer aux analyses un peu plus poussées. On avait 180 échantillons pour lesquels on avait beaucoup de données et on pouvait déjà commencer à analyser. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc là, on va faire des comparaisons entre les différentes catégories de cire. Et par catégorie, j'entends notamment une différence en termes de mode de production. Donc là, vous remarquerez qu'on avait sur nos 180 échantillons 2 tiers provenaient de conventionnels et le tiers restant à peu près d'agriculture biologique. 5/6 provenaient d'agriculteurs autosuffisants aux cires ou qui se regroupaient entre eux pour acheter de la cire. Et on avait aussi 2 tiers de nos cires, là, donc 2 tiers, vous voyez, c'est 118 sur 180 échantillons, qui provenaient d'opercules de hausse exclusivement. Donc ces données, on les avait obtenues par les réponses aux questionnaires demandés aux apiculteurs participants. Donc là, ici, vous avez le détail de cette population. Donc là, vous retrouvez notamment une distinction en termes de mode de production, en termes de région également, et en termes de nature de cire. Et là, j'attire aussi votre attention sur cette origine inconnue. Donc c'est une catégorie un peu déstabilisante, surtout présente en conventionnel. Et vous verrez par la suite, elle se distingue des autres natures de cire. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas la rapprocher de 2 autres, dans le sens où elle émettait des différences significatives par rapport à ces dernières. Donc là, je vais vous détailler à peu près critère par critère. Donc nous, on en a 3. Le mode de production, AB conventionnel en conversion. La provenance de la cire, est-ce que c'est des cires provenant d'apiculteurs? Est-ce que c'est qui se regroupent entre eux, pardon? Est-ce que c'est des cires qui proviennent de l'exploitation directement, donc d'apiculteurs autosuffisants? Ou aussi une distinction entre les cires provenant d'opercules ou de mélanges. Donc je commence par le mode de production. Donc là, je vous détaille sur différents boxplots, vous allez voir donc là qui sont différenciés indicateur par indicateur. Donc là, je commence avec le nombre de substances. Vous le verrez plus apparaître par la suite parce qu'on avait trouvé que c'était pas un indicateur très discriminant des données. Donc je vous le montre quand même ici. Et pour rappel, là, donc nous, nos différences, on les a surtout établies sur la médiane. Donc là, je fais rappel à vos anciens cours de mathématiques. La médiane. Donc là, elle s'est représentée par ces petites barres grises là. Et en gros, elles définissent le fait que 50% de la population, donc là, dans notre cas, ici, par exemple, sur le conventionnel, 56 individus, donc la moitié de 112, sont en dessous de cette barre et l'autre moitié est au-dessus de cette barre. Et on a en point rouge les moyennes. Et je vous ai mis à chaque fois les rapports des différences significatives observées. Donc dans le cas de nombre de substances, vous voyez, on a une différence entre les AB et le conventionnel du double, à peu près, et qui était très significative. Maintenant, en termes de concentration totale, donc même type de représentation, sauf que par souci d'échelle, là, on n'a pas pu afficher les valeurs dites extrêmes.
Donc je vous les ai quand même affichés dans le petit tableau à droite, juste à titre indicatif, mais que vous voyez quand même. Donc là, on a le fameux échantillon très contaminé avec 49 mg par kilo calculé. Et donc là, pareil, même constatation que précédemment, on a un rapport qui passe du simple au double entre les cires bio et les cires en conventionnel. Donc là, l'indicateur qui pour nous semble être plus intéressant car il prend en compte cette notion de toxicité de l'individu. On a un rapport qui va, vous voyez, déjà qui est significatif entre les cires bio et les autres modes de production et qui va de à peu près 14-15 jusqu'à 20 en avantage pour les cires en bio. Je tenais également à vous faire un petit focus. Donc là, on retourne sur les molécules les plus retrouvées. Et là, je vous les ai distinguées pour celles communément retrouvées entre AB et conventionnel. Donc là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que certes, on en détecte très souvent, même en agriculture biologique. On en détecte aussi en conventionnel. Et quand vous regardez les moyennes de concentration, donc là, vous avez des rapports très élevés qui peuvent apparaître. Donc là, lorsqu'on compare notamment pour la Propargil, vous voyez, on a un rapport 23 entre la moyenne de concentration des cires en bio par rapport à celle des cires en conventionnel. Donc les cires sont souvent retrouvées certes en bio, mais à des moyennes de concentration plus faibles qu'en conventionnel. Et une petite information supplémentaire, là encore, les cires en agriculture biologique, on a retrouvé 27 molécules différentes et 60 en agriculture conventionnelle. Maintenant, en termes d'adultération, donc là, on s'est surtout concentré sur les concentrations en hydrocarbures de paraffine. Donc là, on n'avait pas de différence significative entre les différents modes de production, même si on en retrouve dans chacun. Donc là, vous voyez, par exemple, pour 36% de nos échantillons, on en retrouve dans le cas de l'agriculture biologique et 62% pour les cires en conventionnel. La grande majorité de ces cires, elles contiennent des faibles concentrations, mais on a, pour rappel, des maximums qui vont jusqu'à 16,9 grammes pour 100 grammes d'hydrocarbures détectés. Donc je passe aux critères nature, et par nature j'entends donc là la distinction entre les cires d'opercule, les cires de mélange et ces fameuses cires inconnues. Donc là vous voyez, je suis passée directement à la concentration totale. Donc petit détail ici, pour les inconnus, la moyenne elle est tellement élevée, donc là elle est à 9,94 mg par kilo, que je n'ai même pas pu la représenter par souci d'échelle, mais elle est très haute. Et donc là, vous avez des rapports qui vont entre 2 à 14 en faveur des cires d'opercule par rapport aux cires de mélange ou inconnues. Maintenant, en termes d'ETR, donc là, le rapport il s'agrandit d'autant plus, surtout entre les cires d'opercule et ces fameuses cires inconnues, avec un rapport qui va jusqu'à 57 fois supérieur pour les cires inconnues en termes de risque. Et maintenant, en termes d'adultération, là encore, c'est les opercules de hausse qui sont favorisées, puisqu'elles, pardon, je suis allée un peu vite, puisqu'elles contiennent beaucoup moins d'hydrocarbures de paraffine que les cires de mélange. Vous voyez les rapports qui vont de 1,5 à 4 pour les cires d'origine inconnue. Maintenant, le critère provenance. Donc là, par provenance, on a, donc là, j'ai juste abrégé, mais par apiculteur, c'est regroupement d'apiculteurs qui soit achètent ensemble leurs cires, soit se l'échangent. Et donc là, les exploitations, c'est les cires qui proviennent directement d'apiculteurs autosuffisants qui ont été capables de nous fournir de la cire directement produite sur leur exploitation. Et donc là, on est toujours sur la concentration totale. Là encore, on a une moyenne qui ne peut être affichée dans le cas du commerce, mais on voit aussi des rapports qui vont de 5 à 13 pour les cires commerciales par rapport aux cires des apiculteurs autosuffisants ou qui se regroupent.
Et là, c'est le rapport le plus élevé qu'on puisse observer, puisque on a un ETR, donc un risque, qui est 242 fois supérieur pour les cires commerciales par rapport aux cires d'exploitation, même 61 fois supérieur pour les cires des apiculteurs qui se regroupent entre eux. Donc c'est là qu'on observe une différence vraiment très significative et de risque très élevé pour les cires commerciales. Et en termes d'adultération, cela se vérifie aussi. C'est les cires du commerce, enfin, dans notre cas, qui contiennent le plus d'hydrocarbures de paraffine, avec des rapports qui passent de 4 à 5 par rapport aux autres apiculteurs. Pour vous résumer un peu tout ça, on a fait un tableau là qui quantifie tous ces rapports observés. Donc, comme je vous le disais, pour nous, le nombre de substances, c'était l'indicateur le moins discriminant, puisque vous voyez, les rapports, ils oscillent entre 1 et 3 au maximum. Donc là, lorsqu'on passe plutôt à la concentration totale, donc là, vous voyez, les rapports ils commencent à s'agrandir un petit peu, surtout entre les cires du commerce par rapport aux cires d'exploitation, ou encore entre les cires d'opercule par rapport aux origines inconnues. Et pour l'ETR, là, c'est encore plus flagrant, avec des rapports, vous voyez, pour le plus élevé, pour les cires, un risque en faveur des exploitations, qui passe à voilà, un facteur 240 à peu près. Donc que retenir? Donc là, on a essayé voilà, de commencer à répondre à quels sont ces niveaux de contamination, de pureté de la cire en France. Donc on a voulu établir un état des lieux de cette qualité pour les apiculteurs professionnels en tout cas, donc avec un nombre de ruches supérieur à 50. Rares sont les cires qui sont exemptes de contamination, même si elles proviennent d'opercules, et en bio, je vous l'ai montré, notamment 95% à peu près contiennent au moins une molécule. Mais dans tous les cas, l'autosuffisance en cire est associée à un risque moins élevé par rapport aux apiculteurs qui achètent leur cire à un tiers. Donc je vous l'ai montré, ça c'était notamment la différence entre les cires d'exploitation ou d'apiculteurs par rapport aux cires commerciales. Les cires produites en AB sont également de meilleure qualité par rapport aux cires conventionnelles, donc ce qui témoigne notamment des efforts consentis en termes de traitement varroa ou de gestion des ruchers. Et enfin, les cires d'opercule sont associées à un risque moins élevé par rapport à celles provenant de mélanges. Et ceci se vérifie autant pour les cires bio que pour les cires conventionnelles. Donc là, on avait fait d'autres comparaisons, notamment en regardant le mélange en conventionnel par rapport aux opercules en conventionnel, et de même en AB, on avait fait la même comparaison, et c'était toujours en faveur des opercules. Donc là, je ne pense pas que je casse des idées reçues, je pense que pour vous, c'était assez logique, mais là, au moins, on a une vraie quantification de ces rapports. Et donc nous, pour la suite, là, avec l'ANSES, donc là je travaille aussi avec l'ANSES actuellement, certains m'ont déjà peut-être eu au téléphone d'ailleurs, et on veut aussi établir un état des lieux de la qualité, mais pour les apiculteurs de loisirs, et qui peuvent notamment se fournir aussi auprès du commerce. Donc on a collecté les échantillons de cire, on va les soumettre au laboratoire, et les résultats d'analyse vont aussi faire l'objet d'une base de données qui va amener à consolider ses précédents résultats. Donc maintenant, je vous ai montré les niveaux je vous ai montré un peu la contamination à l'échelle de la France. Cette contamination, à quel risque est-elle associée pour les abeilles? Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qu'on peut trouver, notamment dans le cas de l'adultération, et surtout pour la stéarine, une adultération à la stéarine qui a des effets donc, qui ont notamment été montrés par plusieurs publications. Donc là, je vous cite notamment Rebrock, Al-Kassab, aussi Magdalena Sheikh, et qui ont montré que voilà, dès 2,8% de paraffine retrouvée dans la cire, on a une mortalité déjà observée 35% sur le couvain, et qui s'illustre notamment par ce fameux couvain en mosaïque observable. Donc là, c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur à peu près de l'effet de cette stéarine observée sur le couvain. Et donc là, la fameuse expérience de Magdalena Sheikh, qui montre la progression, si on peut dire,
les différences entre une cire adultérée à la stéarine à 50% par rapport à 10%, vous voyez le couvain mosaïque de plus en plus flagrant. Donc on voit qu'il y a vraiment une mortalité liée à cette contamination, à l'adultération à la stéarine. Maintenant, concernant la paraffine, donc là, c'est des photos que je vous ai trouvées à partir d'une collaboration avec la DAORA, donc notamment sur notre travail aussi pour déterminer ces risques associés à la contamination. Et l'adultération à la paraffine, elle induirait surtout des modifications des qualités physico-chimiques de la cire, donc par ces structures d'alvéoles un peu aberrantes qui tombent vers le bas et qui provoquent des affaissements de cadre potentiellement. Mais en revanche, donc là vous avez un autre exemple, toujours de Magdalene Hachek, qui montre vraiment cette déformation des cellules, notamment liée au poids potentiellement du couvain ou des réserves. Et là, vous avez un exemple aussi de Paul Wanner, donc l'université de Hohenheim, et qui montrerait donc là une cire adultérée à la paraffine, dont les émergentes seraient bloquées en sortie pour sûrement la texture de la cire qui ne leur permettrait pas une sortie facilitée. Donc vous voyez, elles seraient potentiellement bloquées dans leurs alvéoles. Et c'est un résultat, non pas de toxicité, mais vraiment d'effet mécanique de cette paraffine en termes d'adultération de la cire. Donc pour traduire cette contamination et cette exposition en risque pour les abeilles, il y a un premier outil qui a été développé en Belgique, donc peut-être que vous êtes déjà au courant, c'est BitoxWax. BitoxWax, donc là, donc je vous montre un peu la structure. Ça consiste à un formulaire où vous remplissez les concentrations de molécules retrouvées dans votre cire et ça vous associe à un risque par cette coloration également qui vous donne une première orientation sur l'usage potentiel de votre cire, à savoir si elle peut ou n'est plus compatible avec un usage apicole. Tu veux parler ? Okay. Donc nous, à l'ITSAP aussi, on a entamé notre projet Simca notamment, mais en fait ce projet il date de 2017 puisqu'il est la poursuite du projet CIR 2, donc construction d'un indicateur de référence écotoxicologique de la cire. Et en petite méthode, je vous les ai mis la vidéo qui avait été faite par la personne en charge à cette époque, si elle fonctionne. Donc c'était notamment Charlène Dumas qui était en charge de ce projet. Donc elle a dans un premier temps illustré les objectifs de celui-ci, la cire étant un intrant majeur, qu'on a des contaminations avérées, comme vous l'a expliqué Cyril et comme je vous l'ai aussi retracé. Et là, on voulait étudier surtout sur le couvain les effets de ces contaminations. Et pour cela, on a mis en place une méthode, donc la construction d'un gradient de contamination, donc un cocktail de différentes molécules. Donc dans ce cas-là, c'était les molécules les plus retrouvées. Tu me corriges, Cyril. Et donc là, vous voyez les étapes de fabrication de ces cires artificiellement contaminées qui vont ensuite être gaufrées et qui vont servir à l'expérimentation sur le couvain. Donc là, voilà, on était sur un gaufrier manuel à refroidissement à l'eau. Ensuite, les cires, elles ont été, donc dans un premier temps, bâties par modalité, c'est-à-dire on avait tous les témoins ensemble et chaque cocktail était dans une ruchette en spécifique, pour éviter d'avoir des transferts de contamination entre les cires et pour pouvoir vérifier au mieux cette contamination par rapport à un témoin. Donc là, après, on a eu cet assemblage de cadres chimères. Donc vous voyez, on a 2 cadrons. Et ces 2 cadrons se composent d'une cire témoin et d'une cire contaminée, ce qu'on a appelé des cadres chimères.
Ils ont ensuite été mis, des rennes ont été mises en encagement avec des cages italiennes sur C4 pendant environ 72 heures. Et on a fait notre suivi expérimental qui a consisté à prendre en photo aux différents stades de développement du couvain, donc au stade œuf, au stade larve. Donc là, vous voyez notre dispositif photo. Et ensuite, ces données, elles ont été analysées par un logiciel qui nous a permis d'identifier, donc pour 200 cellules par phase de cadre, le suivi d'un individu. Est-ce qu'il passe vraiment du stade œuf au stade larve, puis du stade larve au stade pub, etc. Et ça nous a permis notamment de faire des taux de mortalité et de construire par la suite un modèle. Donc là, on a eu cette année-là, ils ont eu les premiers résultats. Et vous voyez des taux significativement plus élevés, surtout pour le stade operculation, le stade larve. Après celui-ci, la contamination n'avait plus vraiment d'effet sur l'individu. Et donc pour reprendre ce projet, cette année, on a mis en place cette expérimentation également avec les différentes associations de développement apicole régional, donc qui vous sont citées sur cette diapositive. Donc là, je vais passer un peu plus vite. Donc là, pareil, nous, on a fait un gradient de contamination. Les ADA, elles ont testé des cires d'apiculteurs. Donc pareil que précédemment, on a un encagement, etc. L'assemblage de cadrons chimères. Les stades de photographie. Et donc là, voilà, je vous présente le premier résultat déjà, on va dire qualitatif, mais visuel, puisque on voit, donc suivant les modalités, donc là vous avez vraiment le gradient de contamination. Les premières modalités, donc c'était des faibles teneurs en contamination, et plus on augmente, plus cette apparition du fameux couvain mosaïque apparaît, voire disparition totale des larves, notamment pour les modalités 27 et 28. Maintenant, en termes de représentation graphique, donc là, comme je vous le disais précédemment, ce qui apparaît le plus flagrant, c'est au stade operculation. C'est là que la contamination elle apparaît le plus fortement, puisqu'on a des taux qui vont presque jusqu'à 100%, notamment pour les cas les plus élevés. Donc ici, vous avez aussi, donc là, comme repère, les bâtons rouges là représentent nos témoins, et on avait aussi un contrôle positif, la stéarine. Je crois que c'était 25%, qui était contenu dans le cire pour avoir un gradient entre les deux. Et vous voyez que ce gradient de contamination qui est très visible ici, plus il augmente, plus cette mortalité associée augmente aussi. Et quand on regarde au stade operculation, donc ce fameux stade critique pour la contamination, vous voyez que donc là, en orange, vous avez les témoins, en bleu, les contaminés. Plus cette contamination augmente, plus la différence entre témoins et contaminés est forte, avec des taux vraiment très élevés pour certains cocktails. Donc ça, c'était donc là les premières données, c'était 2018, donc à des teneurs relativement faibles. C'est pour ça que vous voyez pas forcément de différence. Puis en 2019, on avait vraiment augmenté les doses, et là, vous voyez vraiment, c'est flagrant, surtout pour les fortes concentrations. Puis en 2022, on a refait un peu un gradient intermédiaire, et on a toujours cette observation que plus les concentrations sont élevées pour le cocktail initial, plus la mortalité observée est élevée au stade operculation. Et cette étude nous a permis aussi de faire une petite analyse des cas témoins, donc des cires de référence, entre guillemets. On a notamment pris presque l'unique cas de la littérature qui parle de ces témoins. Et donc quand on compare avec ces données obtenues, on peut déjà valider un peu notre manipulation, puisque on a des taux qui s'approchent vraiment de notre cire de référence, surtout au stade operculation qui nous intéressait. Vous voyez, on n'avait pas de différence significative entre les deux, donc nos témoins étaient viables et validaient notre manipulation. Donc la référence bibliographique, c'est celle de Fukuda et Sakagami qui date des années 60, donc 1968. Donc ensuite, maintenant, on avait nos données. Nos données, elles s'étaient représentées surtout par des mortalités.
des taux de mortalité, et on a choisi d'illustrer ça par un variable binaire, donc 0 pour les vivants, 1 pour les morts, puisque c'est surtout la mortalité qui nous intéressait. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça, c'est vraiment quelque chose pour les statisticiens, mais pour vous décrire un peu un modèle, nous, on a choisi un GLMM. Pourquoi ? Parce qu'il permettait d'intégrer des effets aléatoires qui étaient liés notamment à la colonie ou encore à la phase de cadran. Et on a, à partir de ça, créé un modèle, donc suivant les différentes étapes qui vous sont citées ici, qui sont les étapes classiques pour créer ce type de modèle, et qui permettent d'obtenir à la fin une représentation graphique de la mortalité à l'operculation, qui était notre variable à expliquer, en fonction de notre indicateur de risque et de 2 facteurs aléatoires qui, dans notre cas, étaient la phase et la colonie. Donc là, c'est le premier modèle qui a été obtenu en 2018 et 2019. Donc vous voyez voilà, cette fameuse courbe de la probabilité de mortalité à l'operculation en fonction. Donc molécule totale, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un indicateur sur la molécule, sur la concentration, etc. Et qui permettrait déjà d'établir une première tendance pour les niveaux de risque pour l'abeille. Et qui avait une 87,7% de bonne prédiction, ce qui est vraiment très élevé dans ce type de modèle. Et nous, en 2022, avec nos CIR, donc là, on n'avait qu'une CIR par modalité, et l'indicateur qui ressortait, c'était cette fois-ci un indicateur plus lié à la toxicité. Et pour affiner, donc on avait un modèle qui était un peu moins bon, mais qui avait quand même presque 80% de bonnes prédictions, ce qui est non négligeable également. Et donc là, ces 2 modèles, lorsqu'ils vont être consolidés, parce qu'en fait c'est un travail qui est en cours avec nos collègues de l'INRA, et lorsqu'ils vont être consolidés, on aura vraiment cette idée de dose selon l'indicateur à laquelle on a vraiment un risque plus ou moins élevé pour les abeilles. Donc pour finir et pour conclure sur ces données, l'incontamination, c'était un peu évident pour vous, mais elle induit bien de la mortalité, surtout chez le couvain, et surtout à des très fortes concentrations dans notre cas. Lorsque ces effets s'observent, c'est surtout au stade larvaire, donc comme je vous le disais, au stade d'operculation. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à celui-ci lors de la création de nos modèles. Et les effets de cire adultérée, c'est surtout dans le cas de la paraffine qu'on a vu un effet avéré sur le couvain avec ces couvains mosaïques. Oui, la stérine surtout, oui. Et donc là, notre modèle, il est en cours de construction encore, mais on a déjà une première tendance. Déjà, on sait quelle est notre variable à expliquer et quel facteur pourrait influencer celui-ci. Donc là, pour rappel, nous, notre objectif avec ce projet, c'est d'avoir un outil qui vous permettra de dire est-ce que ma cire est ou n'est pas compatible avec un usage apicole. Donc pour cela, on va déjà avoir cette fameuse base de données de 350 échantillons issus du territoire français. On aura ceux en plus issus d'apiculteurs de loisirs à partir des données ANSES, là qu'on est en train de collecter. Et on pourra peut-être développer à partir de ça une application pour replacer, lorsque vous faites un résultat d'analyse, quand vous saisissez un résultat d'analyse, vous pourrez peut-être vous replacer par rapport aux résultats déjà enregistrés. Le modèle de risque va se poursuivre pour avoir ces fameux niveaux de contamination qui ont un risque pour les abeilles. On va chercher aussi également à développer peut-être une application pour améliorer l'interprétation des résultats d'analyse. Et donc ces différents outils pourront peut-être permettre d'introduire des points de contrôle dans le circuit de recyclage de la cire afin de justement écarter ces cires qui ne sont plus compatibles avec l'usage apicole. En tout cas, merci à tous. Et notamment nos collègues des ADA. Il y a 2 minutes pour les questions. D'abord, merci. C'était tellement intéressant et clair. Donc, merci. J'ai
2 questions, mais je vais proposer peut-être juste un. Et je vous parle après. Le premier, c'est est-ce que vous allez peut-être réutiliser les cadres chimères une deuxième année dans d'autres ruches pour voir s'il y a un effet, quand les abeilles vont le tapisser avec du propolis, les restes de cocon, est-ce que ça pourrait protéger contre les effets néfastes des contaminations? Oui, merci pour votre question, en effet, qui est tout à fait intéressante parce qu'on peut dire qu'une des limites de ce travail, c'est qu'on a travaillé donc sur des feuilles gaufrées qui n'avaient jamais été pondues. Et donc se pose la question de est-ce que finalement on a un effet protecteur des cocons, à force d'avoir des cycles. Donc ça, on compte pas le faire. On compte pas le faire. Effectivement, il faudrait pouvoir le faire. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est répéter encore, parce que ces modèles, vous voyez, pour les consolider, il faut les alimenter avec des données, davantage de données. Donc, on compte répéter encore tant qu'on pourra le faire, qu'on a des financements pour le faire, avec de nouveaux cocktails, etc. Mais en effet, on pourrait s'amuser à utiliser à nouveau ces cadres, parce que c'est une vraie question finalement de savoir si oui ou non le cocon permet de protéger, ou la propolis qui pourrait imprégner les cellules pourrait avoir un effet protecteur. Mais il n'empêche que, en première intention, j'allais dire, la cire, elle tue les abeilles. Donc c'était vraiment au départ ça qu'on voulait identifier comme problématique, comme disait Sarah, voilà, avoir un outil qui permette aux apiculteurs ou aux ciriers de dire à partir de tel niveau de contamination, il vaut mieux que cette cire elle sorte du circuit apicole. Désolé, dernière question, on doit enchaîner ensuite avec l'AG extraordinaire. Au niveau de la démoustication, l'ARS, ils utilisent la deltamétrine. Il me semble avoir vu passer là, sur un des tableaux cette molécule qui ressortait dans les résultats d'analyse. Peut-être sur la première présentation, est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment elle se retrouve là, ou les effets induits? La deltamétrine, elle est utilisée dans le cadre de la démoustication, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, elle a aussi un usage agricole, en tant que oui, en plus, ouais. En tant que produit phytopharmaceutique. Alors, je pense que c'est un point de vue. Alors, tout dépend encore d'une fois de l'origine de la cire. J'allais dire, en France, les cires sont contaminées principalement par rapport aux usages de produits phyto, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le pollen et le nectar, et il y a migration des produits contenus dans le pollen et le nectar vers la cire. En Afrique, donc où il y a moins d'usage phyto, même s'il y en a aussi, on peut considérer que c'est plutôt les utilisations en tant que biocide pour la lutte antivectorielle où il y a ce type d'usage. D'autant plus qu'ils ont des techniques d'extraction de la cire où ils pressent en fait les rayons de cire dans des moustiquaires, des recycles des moustiquaires qui sont eux-mêmes imprégnés par de la deltamétrine. Voilà. Et donc là aussi, il peut y avoir un transfert de produits qui sont contenus sur ces moustiquaires dans la cire. Après, si votre question concerne quel est l'impact de la démoustication sur la contamination de la cire, aujourd'hui, on a trop peu de données, ou on n'a pas vraiment étudié cette voie de contamination pour, j'allais dire, mettre pour affirmer en tout cas que cette lutte antivictorielle conduit à une contamination de la cire. Mais j'ai pas vraiment l'impression de répondre à votre question. Vous aurez l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Okay. Merci beaucoup à vous deux.